Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première fois que je décide de faire une vidéo réaction à quelque chose de l'actualité. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un scandale qui a éclaté il y a quelques semaines grâce à la cellule d'investigation de Radio France au sujet du centre des dons des corps de l'université Paris-Descartes. Donc le centre du don des corps, c'est en fait l'endroit dans lequel sont stockés les corps qui vont être donnés à la médecine ou à la science. Et cette enquête a révélé des documents qui montrent que le centre du don des corps de l'université Paris-Descartes entrepose les restes humains dans des conditions absolument immondes, avec des corps qui sont en putréfaction, mangés par les rongeurs, et tout un trafic de fragments de corps ou de corps frais complets qui s'organisent. Il y a aussi des squelettes humains et des crânes qui ont été préparés et vendus au marché noir en région parisienne. Du coup, vous avez été quelques-uns à venir m'interpeller en message privé et à me demander comment c'est possible que de telles choses existent. Cette actualité brûlante va donc me permettre de vous parler de plein de choses différentes dans cette vidéo. On va commencer par faire un petit point sur la détention de restes humains, parce que j'en possède dans ma collection. Et d'ailleurs, vous avez été quelques-uns en commentaire à me demander si c'était légal, comment ça se passait. Ça vous étonne, c'est normal, on va en parler. Et puis je vais vous parler aussi du don du corps en lui-même. On va aborder pourquoi c'est très important de donner son corps à la science, comment ça s'est passé à travers l'histoire, depuis quand ça existe, sous quelles conditions on donne son corps à la science actuellement quand ça se passe bien, et pourquoi ça s'est très mal passé à l'université Paris-Descartes et pourquoi c'est grave. Comme je vous le disais, ça va être une vidéo un petit peu particulière dans le sens où c'est de la réaction, c'est pas écrit, c'est pas scripté et fatalement, vous l'aurez compris, ça va pas être tellement drôle. En plus, je sais que j'ai pas mal de nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur cette chaîne. Merci à vous, bienvenue. Mais que vous êtes arrivés pour le côté peut-être un petit peu humoristique, la présentation ludique de la science, etc. Cette vidéo est hors catégorie. Je sais très clairement que cette vidéo sera pas fun. En revanche, je pense qu'elle peut être véritablement très utile. D'abord pour vous donner les clés de compréhension de ce scandale précis, même si il est un peu passé inaperçu parce que le lendemain, on a eu l'allocution de notre président et on a appris qu'on était tous confinés, donc fatalement, le sens des priorités a un peu bougé. Et en même temps, ce scandale précis, il n'est pas tant que ça dissocié de l'actualité non plus, parce que, mine de rien, ça met en valeur un véritable problème sur les structures de santé, que ce soit les hôpitaux ou que ce soit aussi les unités de recherche fondamentale en médecine et en anatomie. On a un véritable déficit d'investissement budgétaire mais aussi intellectuel du coup forcément, parce que les cerveaux faut les payer si tu veux pas qu'ils partent au Canada. Si tu regardes cette vidéo depuis le Canada parce que tu es un chercheur qui est parti, ben écoute, on te comprend forcément. Mais aussi je pense qu'elle peut être très utile pour vous, pour mieux comprendre l'histoire des sciences, l'histoire de l'anatomie et la nécessité de l'investigation sur le corps humain, qui est l'affaire de chacun en fait, parce que chacun en bénéficie. Bref, sachez que dans cette vidéo, il va y avoir différents chapitres avec différents niveaux de sensibilité. C'est-à-dire que même si je ne montre pas d'image, sur certains détails, la simple description est assez écœurante. Donc ce que je ferai, c'est que déjà je vais faire un chapitrage à l'intérieur de la description pour que vous puissiez aller voir uniquement les choses, les questions qui vous intéressent. Si vous êtes juste intéressé par l'histoire de la médecine, l'histoire du don du corps et que vous n'avez pas forcément envie de mettre les mains dans le cambouis sur cette histoire vraiment pas propre, vous pouvez aller voir juste le truc qui vous intéresse. Et pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir les yeux sur le chapitrage non-stop et regarder cette vidéo de manière un petit peu cool, je vais mettre un signe visuel, j'ai pas encore choisi lequel, mais voilà. Il y aura au milieu de l'écran un truc qui s'affiche juste avant que je me mette à parler de quelque chose qui pourrait choquer les âmes sensibles. Au sein du centre du don des corps de l'université Paris-Descartes, il y a certains préparateurs qui ont volé des fragments de corps, notamment des têtes, pour les préparer, pour les transformer en crânes secs et les vendre, notamment au marché aux puces de Saint-Ouen. Donc, est-ce que vendre des ossements humains, c'est légal? Est-ce que en posséder chez soi, c'est légal? On va pas faire de suspense trop longtemps, la vente de tissus humains est interdite. Voilà. Et les ossements étant des tissus humains, normalement, stricto sensu, la vente d'ossements humains est interdite. En tout cas, c'est vrai dans tous les pays qui ont été signataires de l'Human Tissue Act de 1982. Et la France, ainsi que les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, sont signataires de ce traité, qui avait pour but à la base de prévenir contre le trafic d'organes, mais qui du coup, de facto, rend illégale la vente d'ossements.
Ceci dit, il y a une tolérance qui s'est instaurée en ce qui concerne la vente de certaines pièces anatomiques anciennes ou de certains objets qui sont considérés comme des objets d'art ou comme des objets ethnographiques et qui sont très régulièrement vendus soit par des antiquaires, des brocanteurs, soit carrément par des très prestigieux hôtels de vente aux enchères. Dans ma thèse, j'ai fait un inventaire de tous les ossements humains ou tous les objets faits en ossements humains qui étaient vendus chaque année dans les grandes maisons de vente aux enchères. J'ai regardé Drouot pour Paris, Christie's pour New York et Summer Place Auction pour Londres. Et en fait, c'est colossal le nombre d'objets qui sont normalement illégaux qui passent sous les marteaux des commissaires-priseurs chaque année. C'est dingue. Et les commissaires-priseurs connaissent très bien la loi, hein, donc ils savent que stricto sensu, ils sont en dehors de la légalité. Il y a même certaines maisons de vente aux enchères qui font preuve d'inventivité pour se remettre dans la légalité. Par exemple, il y a une maison de vente aux enchères britannique qui s'appelle Lesky Auction. Il y a quelques années, ils ont voulu vendre un squelette humain monté. Et dans le catalogue d'exposition, ils ont dit qu'ils vendaient la photo de ce squelette, mais que pour tout achat de la photo du squelette, hein, à 13 000 livres la photo du squelette, eh ben, on vous offrait le squelette qui était représenté sur la photo. Là, on est sur du grand génie parce que dans la loi, il est écrit qu'on n'a pas le droit de vendre des tissus humains. En revanche, il n'est pas interdit de les offrir. Parmi les objets en os humain mis en vente régulièrement aux enchères, il y a différentes catégories. D'abord, il y a la catégorie des collections médicales. C'est ce que je possède en majorité. J'ai 2 crânes anatomiques, dont celui que vous voyez juste là dans le cadre. Ces éléments, ils étaient utilisés pour l'enseignement en faculté de médecine, mais pas seulement. Hein. Avant, chaque classe de primaire, de collège ou de lycée avait son squelette monté, et avant la généralisation du plastique, c'était des vrais. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça qui circulent sur le marché. Ensuite, il y a les objets archéologiques. Parfois, c'est très impressionnant parce que de temps en temps, une fois tous les 2 ans, on voit passer une momie entière sur le marché. Alors ça pose plusieurs problèmes, notamment des problèmes de conservation, parce qu'à partir du moment où il y a encore des tissus mous, bien c'est un élément qui n'est pas stable. Ça pose un petit peu problème d'un point de vue patrimonial, dans le sens où ça fait vraiment mal au cœur de voir des momies partir chez des particuliers qui très probablement n'auront pas les infrastructures pour les maintenir dans un bon état de conservation, mais que voulez-vous? Ensuite, il y a la catégorie des objets ethnographiques qui ont été faits avec des os humains. J'en possède un sous la forme d'un kangling qui a été fait avec un fémur. Dans le cas des objets ethnographiques, il arrive très souvent que l'acheteur ne soit même pas au courant que l'objet est fait en os humain. Tout simplement parce que parfois, le vendeur lui-même n'est pas au courant. Parmi les objets en os humain qui sont vendus très régulièrement, on a les kapalas, les damaru, les kanglings, les dagabellam, les hameçons en os humain et enfin les ivipos. Pour les 2 derniers, je vous ai déjà fait des vidéos sur ces objets pour vous expliquer de quoi il s'agissait. Et puis pour tous les autres, j'étais avant le confinement en tournage pour vous faire des vidéos sur ces objets-là. Mais comme je voulais vous montrer les objets en vrai et plus simplement vous mettre des photos, mais pouvoir filmer à 360 degrés, bon, et ben maintenant qu'on est confiné, on attend. Voilà, ça sera pour plus tard. En ce qui concerne les gammes de prix que ces objets peuvent coûter, en fait c'est très varié, ça dépend de la beauté de l'objet bien sûr, de son ancienneté ou de sa célébrité. Parce que si vous voulez acquérir un objet qui a déjà été présenté dans une exposition temporaire dans un grand musée, bien évidemment, ça fait monter sa cote. Le prix le plus élevé que j'ai vu passer pour un kangling qui était très ancien et très beau, c'est 17 000 $ américains, sachant que par exemple le mien ne m'a coûté que 180 €. Sachez que sur le marché de l'art maintenant, il y a aussi des restes humains qui circulent, puisqu'il y a certains artistes qui utilisent des ossements humains pour leur composition et qui sont vendus dans des galeries sans que ça pose aucun problème moral ou légal à personne, alors que, encore une fois, normalement, c'est hors la loi. C'est le cas par exemple de Stephen Gregory qui utilise des véritables crânes qu'il va recouvrir de mosaïques ou de perles, etc. Il n'a jamais été inquiété. À côté de ça, il y a des manifestations qui sont officiellement d'ordre artistique et culturel et qui se font interdire dans certains pays. C'est le cas par exemple de l'exposition Body World par Gunther van Hagens,
Bon bah très régulièrement, cette expo, elle est interdite. Alors du coup, pourquoi en France l'exposition Body World est interdite, alors que dans le même temps, à Drouot, on peut vendre des fémurs humains tibétains du 19e siècle et qu'on peut vendre dans les galeries parisiennes des œuvres de Steven Gregory? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense que c'est surtout une question de visibilité. C'est-à-dire que à partir du moment où ça reste dans le cadre très privé des gens qui vendent aux enchères ou des galeristes d'artistes contemporains qui brassent des millions d'euros, ça reste ok, dans le sens où il n'y a pas trop de gens qui le voient et finalement l'opinion publique n'en s'en émeut pas parce qu'elle n'est même pas au courant, l'opinion publique, qu'il y a des restes humains qui circulent dans ces milieux-là. Alors que l'exposition Body World, c'est une exposition grand public et là il faut prendre une position très claire par rapport à quelque chose qui va attirer beaucoup de monde. Pour l'exposition Body World, par exemple, il y a un véritable problème éthique qui se pose par rapport à la traçabilité des corps. C'est-à-dire que ça commence à être de plus en plus clean, en tout cas, ou bien maquillé, mais sur les premières expositions de ce monsieur, il y a des rumeurs qui ont circulé sur la manière dont les corps avaient été acquis, qui n'étaient pas jojo quoi. Donc si on ne sait pas d'où ça vient, si on n'a pas, j'ai envie de dire, les testaments de chaque personne qui a donné son corps pour l'exposition, bah ça pose un véritable problème quand même. Et là du coup vous vous dites peut-être oui, alors est-ce qu'un testament ça suffit? Comment est-ce qu'on peut faire véritablement pour qu'au XXIe siècle on puisse prendre des corps morts, des cadavres humains, et en créer des objets sans que ce soit complètement illégal? Il faut bien comprendre que le corps du mort c'est un objet juridique très complexe. Le corps du mort n'est pas un sujet, le corps du mort est un objet. C'est un objet très particulier bien évidemment, puisque c'est une ancienne personne, mais ce n'est plus juridiquement une personne. On va faire un petit peu de droit, mais super rapidement. Puisqu'en mourant, je perds mon statut de personne, alors ça implique que je perds tous mes droits, qui sont les droits rattachés à la personne. Par exemple, on ne peut pas atteindre moralement à un mort. On ne peut pas porter atteinte à la pudeur d'un mort, puisque ce sont des catégories de choses qui sont rattachées aux droits de la personne. Et par exemple, qui dit perte de vie dit perte de conscience et donc perte de la notion de consentement. C'est pour ça aussi qu'en juridiction française, la nécrophilie, c'est une zone de flou juridique absolu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un point sur la nécrophilie d'un point de vue juridique et psychologique. Voilà, tant qu'on est dans les vidéos glauques, on peut y aller à fond. En revanche, le corps du défunt est un objet à respecter scrupuleusement et là-dessus le code civil est très clair. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Donc on peut attaquer quelqu'un pour atteinte à l'intégrité physique d'un défunt. Et là certains d'entre vous vont peut-être se dire bah l'intégrité physique du défunt qui a servi à faire un kangling, bof quoi. Alors oui, évidemment. Effectivement, cette personne a été démembrée et l'os a été coupé pour être transformé en flûte. Donc, point de vue intégrité physique, on est très clairement sur une modification corporelle du cadavre qui est assez importante. Pourquoi personnellement ça me choque pas, mais vous avez le droit d'avoir une idée différente et de l'exprimer dans les commentaires tant que personne ne s'insulte, ça me va. Tout simplement parce qu'il y a une certaine distance chrono-culturelle avec cet objet. C'est-à-dire que cet objet, il est fabriqué dans un contexte particulier où personne ne serait offensé de voir son fémur transformé en kangling, au contraire. Ceci dit, attention, je ne dis pas que cette distance chronoculturelle est un facteur suffisant pour ne pas réfléchir à la portée éthique de la vente et de la possession de tels objets. Je dis juste que en général, ça choque moins le public parce que l'objet est ancien. En général, mais pas tout le temps. Par exemple, il y a quelques années aux États-Unis, il y a une maison de vente aux enchères qui a voulu vendre cette boîte, qui appartenait à la base à une société secrète de l'université de Yale, qu'on appelle la Secret Order of Skull and Bones Society. Je vous ai fait une vidéo sur cet objet si vous voulez aller la voir. L'objet est ancien, il a été créé en 1872, mais il est toujours très présent dans la mémoire des Américains. Et ça a beaucoup choqué les Américains qu'on se permette de le mettre en vente. Pourquoi? Parce que ces ossements sont ceux d'Amérindiens qui ont été maltraités, puisqu'ils ont été sortis de leur sépulture, sans qu'aucun accord ne soit demandé bien évidemment, par une confrérie de mâles blancs friqués. En gros, pour résumer. Donc forcément, idéologiquement parlant, l'objet était déjà très chargé en 1872, il l'est toujours encore un peu aujourd'hui.
Alors que s'est-il passé pour cet objet? Eh bien il a été retiré de la vente, tout simplement, parce que le président de la Society of American Archaeology a dit qu'il s'agissait d'un affront à la dignité humaine que de vendre cet objet. Et là c'est très intéressant parce que c'est l'illustration parfaite d'un des seuls leviers juridiques que vous possédez pour empêcher la vente d'un fragment humain. C'est de porter plainte pour préjudice moral auprès des vivants. Alors le vivant, ça peut être soit un ayant droit du défunt, soit n'importe quelle personne morale qui se sent heurtée par cette vente. Et en plus, comme aux États-Unis, les associations de protection du patrimoine amérindien sont très actives, et ben la simple menace a suffi à effrayer le commissaire-priseur qui a préféré retirer l'objet de la vente. Pour revenir à l'affaire du centre du don des corps de l'université Paris-Descartes, il y a des squelettes entiers, mais surtout des crânes, qui ont été préparés au sein même du centre du don des corps par des préparateurs employés par ce centre, et qui ont ensuite été vendus sous le manteau, notamment au Puce de Saint-Ouen, avec des prix relativement exorbitants, puisque les crânes étaient vendus 600 €. 600 € pour un crâne comme ça, c'est une énorme arnaque. C'est très cher, parce que ce crâne n'a aucune valeur historique et aucune traçabilité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être sûr, et là pour le coup vous êtes plutôt sûr de l'inverse, que la personne a donné son consentement pour que son corps soit préparé et vendu. Et ça, c'est grave. Ceci dit, je tiens à souligner que quand vous achetez un objet chez Drouot, par exemple, vous avez certes une traçabilité historique de l'objet, vous savez dans quelle collection il est passé, vous savez de quelle époque il est, mais le problème moral se pose aussi. Parce que c'est pas parce qu'il a été préparé au 19e et 20e siècle qu'on a l'assurance que le défunt a donné son accord à cette époque-là. Ce qui m'amène à vous faire un petit historique de depuis quand on donne son corps à la science et surtout sous quelles conditions. Premier point, avoir des corps à disposition des médecins pour faire avancer la recherche en anatomie, c'est quelque chose de fondamental. Parce que pour connaître le corps humain, il faut en passer par des dissections. Ça peut choquer, mais c'est comme ça. On va commencer tout de suite par un petit point de vocabulaire parce que vous avez vu, j'ai utilisé le mot dissection qui dans le langage courant est plutôt utilisé pour les animaux. Sachez que le mot dissection peut également être utilisé pour les humains. On ne parlera d'autopsie, j'insiste, uniquement que quand l'ouverture du corps sert à l'instruction judiciaire ou alors à une enquête interne pour connaître la cause de la mort. Alors que quand on va ouvrir un corps uniquement pour la recherche ou pour l'enseignement en anatomie, alors dans ces cas-là, on va parler de dissection humaine ou de nécropsie. La plus vieille ouverture d'un corps mort à des fins scientifiques, elle date du néolithique. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la question, donc je vous la mets juste ici, mais pour résumer, en fait, c'était un homme qui avait un bras déformé, ça se voyait véritablement de l'extérieur, et au moment où il est mort, avant de lui faire ses rites funéraires normales, ses petits camarades ont eu la curiosité d'ouvrir pour regarder comment c'était à l'intérieur, vu qu'à l'extérieur c'était franchement bizarre. Après, la nécropsie a été beaucoup pratiquée, mais a été aussi frappée de pas mal de tabous à travers l'histoire. Galien par exemple, qui a rédigé des descriptions anatomiques en 200 après Jésus-Christ, il fait ses descriptions anatomiques en se basant sur des dissections de singes et de porcs. Du coup, il a fait des erreurs grossières en voulant appliquer ce qu'il avait vu sur les animaux aux humains, et ça a été dénoncé par plusieurs médecins arabo-musulmans qui sont d'ailleurs les grands pionniers de la chirurgie, tout simplement parce qu'ils sont les premiers à avoir pratiqué à large échelle les nécropsies. Et à partir de maintenant, je vais me faire aider pour les prononciations en arabe par mon très cher ami de la chaîne YouTube Averroès. Si vous êtes fan d'histoire et d'islam, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette chaîne, je vous la mets dans la barre d'infos. Il y a même un médecin qui s'appelle Rhazès qui a fait un traité uniquement pour corriger toutes les boulettes de Galien. C'est un traité qui s'intitule Kitab el-Shukuk el-Jalinus, ce qui donne en français le livre des doutes sur Galien, qui a été écrit au 9e siècle. Ouvrir le corps humain pour mieux le comprendre en médecine, ça a absolument tout changé. Les médecins arabo-musulmans sont donc les pionniers, puis ensuite en Europe, on peut parler de André Vézal avec son traité De Humani Corporis Fabrica qui est publié en 1543. Reste à répondre à une question importante, sur quel type de corps les médecins vont travailler pour approfondir leurs connaissances en anatomie. Alors au cours de l'histoire, il y a différentes opportunités qui ont été saisies au vol par les médecins, par exemple Abd el-Latif el-Baghdadi décide de faire un voyage en Égypte parce qu'il y a une famine en Égypte et donc les morts sont nombreux et les potentiels patients pour une nécropsie sont nombreux aussi.
Mais la plupart du temps, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, on utilise les corps des suppliciés. Et puis à partir du XVIIIe siècle, en Europe par exemple, on met en place un système qui fait que tous les corps qui ne sont pas réclamés dans les hospices vont être directement donnés aux médecins à la faculté médecine pour faire l'enseignement ou la recherche. Ces corps qui ne sont pas réclamés, ce sont les corps de ce qu'on appelle les indigents. En gros, ce sont les pauvres qui meurent dans les hôpitaux et dont les familles n'ont pas suffisamment d'argent pour prendre en charge leurs obsèques. Parfois, ça se passait très bien, et puis parfois, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo sur les livres reliés en peau humaine, il y avait des dérives, il y avait des médecins peu scrupuleux qui ne s'en tenaient pas uniquement à l'investigation scientifique, mais qui allaient dans des fantaisies personnelles un peu moins moralement acceptables. Quoi qu'il en soit, il est important de souligner que jamais le don du corps, dans toute l'histoire, n'a été gratifié de rémunération de manière officielle. Alors, il y a eu des sombres époques où il y a des trafics de corps à très grande échelle qui ont été organisés. On pillait les sépultures les plus fraîchement creusées pour prendre les corps et les vendre aux facultés de médecine. À tel point que par exemple en Grande-Bretagne, ça a donné lieu à des installations spéciales pour empêcher les voleurs de venir déterrer les gens. Ça a fait des espèces de cages qui ressemblent un peu à des cages à zombies. Je vous mets en barre d'infos une vidéo sur la question qui est très bien faite, qui a été produite par Arte, et notamment en collaboration avec Mao de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin. Étant donné qu'on est en période de confinement, n'hésitez pas à aller découvrir cette chaîne, elle est très qualitative. Bref, donner son corps à la science, ça n'a jamais rien rapporté à la famille du défunt, et au contraire, puisque jusqu'au 31 juillet 2008, le don du corps à la science ou à la médecine en France, c'était payant. On demandait aux familles 250 € et c'était sans compter les frais de transport du cadavre jusqu'au centre de don des corps. En revanche, vous n'aviez rien à verser pour le traitement du corps de votre défunt, à condition que vous laissiez l'institution d'accueil faire comme elle l'entendait pour les funérailles. Généralement, il s'agit de crémation, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, c'est quoi concrètement le don du corps à la science et surtout comment ça se passe quand ça se passe normalement bien? D'abord, il faut savoir que le don du corps à la médecine et le don du corps à la science, ce sont deux choses différentes et parfois les gens confondent. Si vous donnez votre corps à la médecine, ça veut dire qu'il sera utilisé pour de la recherche en anatomie ou pour l'enseignement des étudiants en faculté de médecine. Si vous donnez votre corps à la science, il passera par le centre du don des corps à la faculté de médecine, mais il pourra être vendu à des prestataires extérieurs, à des gens qui sont des industriels, qui pourront se servir de votre corps pour des crash tests ou pour tirer dessus à travers un gilet pare-balles pour vérifier la solidité du matériau par exemple. Et j'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas choisir à quoi votre corps va servir. Vous pouvez choisir de donner soit votre corps à la médecine, soit votre corps à la science, mais au-delà de ce choix, vous n'avez plus de contrôle sur ce qui va se passer sur votre dépouille. Par exemple, si vous donnez votre corps à la médecine, que donc vous voulez que ce soit uniquement au sein de la faculté pour des médecins, etc., votre corps va pouvoir servir à des chirurgiens cardiaques qui vont apprendre grâce à votre corps à sauver des vies. Mais d'un autre côté, votre tête va probablement servir à potentiellement un chirurgien plastique qui va pratiquer sur vous sa première rhinoplastie. Vous vous doutez bien que les gens qui font des rhinoplasties, ils font pas leur première rhinoplastie sur des patients vivants. Et d'ailleurs, la grande majorité du temps, votre corps va pouvoir servir à la fois au chirurgien cardiaque et au plasticien, ou à l'ORL, ou à la personne qui a besoin d'une tête, tout simplement parce que les corps, lorsqu'ils sont donnés à la médecine, sont découpés en morceaux et qu'on donne les différents fragments de corps aux différents spécialistes que ça intéresse. Une fois que le corps a été utilisé, il peut être rendu à la famille pour que la famille organise elle-même des obsèques. Il y a certains centres du don des corps qui ne prévoient pas de rendre le corps à la famille. Mais dans ces cas-là, vous êtes évidemment prévenu dès le départ. Et dans ces cas-là, vous signez en fait pour que le corps de votre proche soit incinéré par le centre du don des corps et en contrepartie, le centre du don des corps a le devoir, c'est dans le fascicule que vous signez et qu'ils signent, ils ont le devoir de vous donner la date à laquelle ils vont répandre les cendres de votre défunt dans le jardin du souvenir. Pendant le processus entier, le corps du défunt est normalement protégé par le code de déontologie de l'Ordre national des médecins. Il y a également dans ce code une interdiction ferme de faire commerce du corps humain et également l'obligation d'assurer la sécurité du patient. Bon là, le patient étant mort, la sécurité n'est plus en jeu, mais également la sécurité du soignant.
Et on va voir, en revenant sur ce scandale du centre des dons des corps de l'Université Paris-Descartes, que rien de tout ça n'a été respecté, mais alors vraiment rien. Bien, revenons donc maintenant sur les faits très graves qui ont été mis en lumière dans le centre du don des corps de l'Université Paris-Descartes. Toutes les informations que je vous donne là sont issues d'une enquête au long cours qui a été menée par 2 journalistes de la cellule d'investigation de Radio France, Anne Jouan et Élodie Guéguen. Toutes les pièces du dossier sont disponibles sur le site de Radio France. C'est le tout premier lien que je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller mettre le nez dedans. Quoi qu'il en soit, je vous fais un petit résumé. Que se passe-t-il dans ce centre du don des corps? Eh bien, les chambres froides ne sont plus isolées, elles tombent régulièrement en panne, ce qui fait qu'elles ne sont plus froides, ce qui fait que les corps sont en état de décomposition plus ou moins avancé, et que tout ça attire différents parasites. On parle de grandes quantités de vers, mais aussi de grandes quantités de rongeurs qui viennent manger les corps. Les locaux sont vétustes, mais ils sont aussi bien trop étroits puisqu'il n'y a pas suffisamment de place pour que les préparateurs puissent correctement scier les corps pour les transformer en tronçons. Cette action se fait donc directement dans les couloirs. Il y a un cabinet d'audit qui s'appelle KPMG qui a été mandaté pour faire le point en 2015 sur la situation et qui dénonce, je cite, « un manque de formation technique et déontologique des techniciens ». Ce qui est dangereux déjà pour les dits techniciens, c'est-à-dire pour le personnel qui se retrouve à opérer dans des conditions qui ne sont pas correctes, mais bien sûr aussi c'est complètement contraire à l'éthique du traitement des corps de manière respectueuse. On appréciera par exemple le petit détail qui tue avec la présence de mégots de cigarettes retrouvés dans les viscères de certains défunts. Voilà, ça donne une petite idée de l'état critique de la situation. Il y a aussi des jeux macabres qui ont été mis en place à l'intérieur de ce centre. Par exemple, les journalistes ont recueilli le témoignage d'un ancien préparateur qui dit que certains autres préparateurs s'amusaient avec les cadavres et que par exemple ils coupaient les têtes pour s'en servir pour jouer au football. Alors là-dessus, j'ai quelques anecdotes historiques à vous fournir qui prouvent que prendre la tête des morts pour jouer au football avec, c'est un réflexe visiblement parfaitement humain, même si ça peut paraître un peu choquant. Si vous visitez l'University College of London, vous pourrez voir une sorte de grande armoire vitrée à l'intérieur de laquelle il y a un homme assis qui ressemble un peu à une poupée du musée Grévin. Eh bien, il s'agit en fait de la dépouille de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, il est philosophe et il a eu des charges administratives à l'intérieur du University College of London. Et pour le coup, dans son testament, il dit qu'il donne son corps à la science pour que ses collègues médecins en fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ensuite il veut être embaumé et exposé dans une armoire vitrée à l'intérieur de l'UCL. Il y a encore quelques années, cette armoire était complètement ouverte, elle n'était pas vitrée, vous pouviez y aller, toucher le corps, etc. Jusqu'à ce que des étudiants décident d'arracher la tête de Jérémy pour aller jouer au football avec. Depuis, la tête originale a été mise dans les réserves du musée et la tête que vous pouvez voir au-dessus du corps, qui lui est toujours authentique, c'est juste une simple tête en silicone et en cire. Autre exemple de jeu macabre, celui d'une petite momie gallo-romaine d'un jeune enfant d'environ 2-3 ans. Il a été retrouvé en 1918 par des ouvriers terrassiers et ces ouvriers se sont mis à se faire des passes avec le corps en entier, puis uniquement avec la tête. Le corps a donc été largement endommagé, mais il y a encore des morceaux qui sont conservés actuellement au musée de Bourges. Voilà, donc pour vous dire que faire du football avec des têtes humaines, c'est pas si nouveau que ça. Je vais pas disserter pendant des plombes sur ce qu'on appelle l'humour de carabin, c'est-à-dire un humour noir ultra distancé qui est parfois utilisé par certains professionnels de santé. Mais disons que si ce type d'humour est pratiqué, c'est bien sûr parce que l'humour, c'est un moyen de contrer l'angoisse. Et il y a 2 médecins qui ont publié un article hyper intéressant sur la question dans la revue canadienne de bioéthique. Pour eux, l'humour noir, quand il est pratiqué par des médecins qui sont dans des unités qu'on appelle des unités de soins critiques, c'est-à-dire en chirurgie d'urgence ou en réanimation, et bien pour eux, dans ces cas-là, l'humour noir pourrait indirectement être carrément bénéfique aux patients. Parce que les médecins évacuent le stress de cette manière et sont du coup beaucoup plus performants. Ils ont même constaté qu'il y avait une éthique interne à l'humour noir médical. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Il va sans dire que dans le cas du centre du don des corps, l'humour noir allait beaucoup trop loin. Évidemment, il y a eu de nombreuses alertes qui ont été lancées par le personnel tout au long de ces années, puisque dès 2012, on a les premières lettres de secrétaires, de directeurs du centre, qui écrivent à la présidence de l'université et qui disent que c'est juste plus possible de travailler comme ça. Il y a même eu des demandes d'observation par des médecins issus d'autres facultés que celle de René Descartes, et les conclusions, c'est que, je cite, « les restes humains mériteraient plus de respect ». Ça, c'est dans un rapport qui date de 2013. Dans ce rapport de 2013, on trouve même la mention que certains médecins qui ont été mandatés pour faire l'examen sortent de la visite émotionnellement choqués. Dites-vous bien qu'il s'agit de gens qui ont fait des fameuses études de médecine, donc qui ont disséqué des corps eux-mêmes et qui sortent de là choqués. On parle notamment du professeur Loïc Capron, qui est professeur en chirurgie. Alors, je vous garantis que de toutes les spécialités en médecine, les chirurgiens... comment vous dire, c'est pas les mecs les plus à fleur de peau. Voilà, on n'est pas en train de parler d'un dermato qui a tourné de l'œil. Donc, c'est pour vous dire un petit peu la gravité de la situation dans ce centre-là. Une enquête préliminaire a été ouverte au parquet de Paris depuis fin novembre, avec comme chef d'accusation atteinte à la dignité d'un cadavre. C'est une formule choc, puisque comme vous le savez, on ne peut pas atteindre à la dignité d'un cadavre, d'un point de vue strictement légal. Donc cette formulation, elle montre bien le caractère absolument inadmissible de ce qui se passe là-bas. Et à ce jour, le nombre de familles ayant porté plainte est déjà au nombre de 52. En dehors des outrages faits au cadavre, il y a également eu des atteintes à des gens vivants que l'on a mis en danger sanitaire létal. Il y a des sujets qui ont été testés positifs au HIV, aux hépatites B et aux hépatites C, qui ont été mis à disposition des chercheurs et des étudiants sans le leur dire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait des problèmes de traçabilité. Donc en fait, des corps ont été donnés alors que le dossier médical qui leur était associé n'était plus connu. L'enquête dénonce aussi des fragments de corps contaminés qui ont été vendus à des prestataires extérieurs. Alors, je vous explique ce que c'est cette histoire de prestataires extérieurs parce que quand on ne connaît pas trop le système, on se dit voilà, il se passe quoi là? Les corps donnés à la science sont découpés en morceaux et deviennent ce qu'on appelle des pièces anatomiques. Des prestataires extérieurs peuvent donc acheter au centre du don des corps ces fragments anatomiques pour faire des analyses dessus en dehors de l'établissement. Ces prestataires extérieurs peuvent être d'autres universités en médecine qui manquent de cadavres pour la recherche et l'enseignement. Dans ce cas, il leur faut payer 500 € pour un corps entier et 200 € pour une pièce anatomique. Mais parmi ces prestataires extérieurs, il y a également des personnes qui font de l'enseignement ou de la recherche avec les industriels, qui peuvent donc, grâce à leur étude sur les corps, déposer des brevets. Dans ces cas-là, le centre du don des corps estime qu'ils ont plus de budget et le tarif passe à 1000 € pour un corps entier et 500 € pour une pièce anatomique. On a donc vendu à l'extérieur des corps et des fragments corps qui étaient contaminés au VIH. Il y a donc des médecins et des étudiants qui ont disséqué des corps infectés sans avoir été prévenus. Et souvent, ça m'arrive dans les commentaires que vous me demandiez si c'est dangereux pour la santé d'être archéologue funéraire et de fouiller des sépultures de gens qui ont potentiellement été malades. Alors oui, ça peut l'être, et par exemple l'INRAP prend des précautions quand ils ouvrent un charnier de pestiférés pour mettre toutes les protections nécessaires sur les agents qui interviennent. Ceci dit, quand vous travaillez sur des ossements secs et anciens, le risque de contamination n'est pas si élevé que ça. Croyez-moi, les agents de l'INRAP se mettent en danger de bien d'autres manières sur le terrain archéologique, et par exemple, il n'est pas rare de devoir protéger les archéologues de l'INRAP parce que les sols sont contaminés par des produits chimiques, par exemple. En ce qui concerne la contamination par les restes archéologiques, dès qu'il y a des chairs, bien évidemment, c'est plus problématique, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, quand il reste des chairs, le vestige n'est pas stable. Il peut potentiellement être porteur de tout un tas de cochonneries, et vous pouvez très bien vous faire infecter généralement plus facilement par un champignon ou ce genre de truc qui se développe sur les chairs, plus que par la maladie du patient. Mais quand même, effectivement, c'est un risque sanitaire à prendre. En revanche, là, on est sur des patients qui sont morts il n'y a pas très longtemps, qui parfois ont été congelés puis décongelés, mais pas toujours. Donc les risques sanitaires sont réels. Suite à tout ça, les alertes lancées aux autorités compétentes étant restées sans réponse, eh bien on voit arriver bien sûr
une vague de démission du personnel qui ne s'est pas fait entendre et qui travaille de manière quotidienne dans des conditions qui sont tout simplement inacceptables. Le 21 octobre 2017, c'est le professeur Douar, qui était président du centre, qui démissionne. Ce qui l'a le plus choqué, c'est le non-respect de la dignité des donneurs. Et il écrit dans un mail « Notre statut de sépulture provisoire nous impose de respecter les corps qui nous sont confiés ». La réponse du président de l'université Paris-Descartes, Frédéric Dardel, à ce mail a été d'une malhonnêteté complètement édifiante, puisqu'il lui répond en gros que ça ne le concerne pas et que c'est aux anatomistes qui sont en charge du centre de veiller au respect des patients. Alors moi je veux bien, si vous voulez, le truc c'est que quand on dénonce que les canalisations sont bouchées et que les préparateurs disent qu'ils en ont jusqu'au genou, et quand ils disent « on en a jusqu'au genou », on parle bien d'un mélange de fluides de décomposition, de fluides sanguins et de fluides d'embaumement, puisque certains corps sont embaumés, d'autres ne le sont pas. Donc là-dedans, il y a du chlorure de zinc, puis il y a tous les traitements médicaux que les gens ont pu recevoir, type chimiothérapie, enfin je veux dire, des choses qui sont tout simplement très toxiques et en plus passablement nauséabondes. Bon, ben là, c'est pas l'anatomiste qui est responsable du centre qui va aller avec ses petites mains déboucher les canalisations. Là, il faut juste débloquer de l'argent pour avoir une putain d'équipe de plombiers sur place. Bref, le professeur Douar démissionne et 5 jours plus tard, c'est la présidente du comité d'éthique, le professeur Brigitte Mauroy, qui démissionne à son tour avec une lettre complètement héroïque. Pour la petite histoire, Frédéric Dardel, lui, n'a absolument pas démissionné de ses fonctions. Et s'il n'est plus aujourd'hui président de l'université Paris-Descartes, c'est tout simplement parce qu'on lui a offert un meilleur poste, puisqu'il est depuis quelques mois conseiller spécial de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Je voudrais terminer cette vidéo en insistant sur le fait que donner son corps à la médecine ou donner son corps à la science, c'est un acte généreux et c'est un acte qui est toujours nécessaire, quoi que vous puissiez lire là-dessus. Certaines personnes dans cette affaire ont voulu se dédouaner en disant que l'anatomie de toute façon s'était dépassée et que maintenant place au virtuel, c'est faux. Nous avons fondé notre expertise sur l'exploration du corps mort et nous avons encore besoin de corps morts pour former notre personnel soignant. Donner son corps à la médecine, c'est donc un acte qui doit se poursuivre et ce qui s'est passé dans le centre du don des corps de l'université Paris-Descartes ne doit pas vous décourager de faire cette démarche qui est une démarche altruiste et qui rendra votre fin peut-être un tout petit peu plus signifiante. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo avec un sujet beaucoup plus léger, c'est promis. Et puis d'ici là, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bon courage pour ce confinement.